Produit par Binge Audio. Le monde va-t-il passer aux mains des patrons multimilliardaires de la tech ? Cette question est devenue incontournable quand Donald Trump a repris ses fonctions de président des États-Unis en janvier 2025 avec à ses côtés Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Jeff Bezos. Le premier des trois, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a même occupé une place au gouvernement pendant quelques mois, avant de quitter l'administration et de se clasher avec la Maison-Blanche dans une séquence médiatique pleine de péripéties, mais ça c'est une autre histoire. Je m'appelle Naomi Titi et si je vous parle de ça, c'est parce que ces grands barons de la tech, les tech bros, ont créé des outils qui sont désormais au centre de nos vies, comme les réseaux sociaux ou l'IA par exemple. Et ils incarnent une vision bien particulière de la condition masculine. De leur fascination pour l'Empire romain à leurs ambitions spatiales, tous se rassemblent autour d'un esprit de conquête, une soif de profit et l'affirmation d'une masculinité dominante et virile. Pourtant, la tech n'a pas toujours été associée à ça, et c'est ce qu'on va explorer dans ce nouvel entretien animé par le journaliste Tal Madesta. C'est parti pour l'épisode numéro 113 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. En 2017, sur les 200 entités les plus riches du monde, 157 n'étaient pas des États, mais des entreprises. Et aujourd'hui, 51 des plus grandes puissances économiques de la planète sont des firmes privées, ce qui comprend sans surprise les géants du numérique. Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, ces 5-là, les fameux GAMAM, dominent l'économie mondiale. Pour mesurer cette influence, on peut déjà tout simplement regarder du côté des utilisateurs et des utilisatrices. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes utilisent Internet et plus de 60% de la population mondiale est sur les réseaux sociaux. En clair, nos quotidiens, nos pensées, nos amours, nos convictions politiques et évidemment nos données personnelles passent en grande partie entre les mains d'une poignée de multinationales dirigées par une poignée d'hommes. Jusqu'au premier mandat de Trump, la tech était plutôt associée au camp progressiste. Mais ce secteur s'adapte à la droitisation du champ politique en se droitisant lui aussi. Parce que ces hommes multimilliardaires qui font la tech, c'est par exemple Elon Musk, le petit protégé de Donald Trump, qui a racheté X, anciennement Twitter, pour y imposer sa vision de la liberté d'expression, quitte à y réhabiliter des figures d'extrême droite ou à y insulter publiquement des personnes trans, dont sa propre fille. Il y a aussi Mark Zuckerberg, patron de Meta, qui détient WhatsApp, Facebook, Instagram, qui verse de plus en plus dans le masculinisme depuis la réélection de Donald Trump. Donc il s'est par exemple immédiatement aligné sur la politique trumpiste de coupe dans les budgets égalité et diversité de son groupe. Il participe à des podcasts pour dire qu'il faut réhabiliter la virilité. Et Mark Zuckerberg, il partage d'ailleurs la même passion récente que Jeff Bezos, créateur d'Amazon, pour la démonstration de ses muscles saillants sur les réseaux sociaux. Alors comment on en est arrivé là ? Pourquoi la tech est-elle si compatible avec le masculinisme ? Pourquoi les algorithmes reproduisent-ils si facilement des logiques sexistes et racistes ? Qu'est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle change ou pas à ces dynamiques ? Et puis qui sont ces barons de la tech et vers quoi ils nous entraînent, surtout quand on voit leur adhésion de plus en plus évidente aux idées d'extrême droite ? Pour nous pencher sur toutes ces questions passionnantes, je suis aujourd'hui avec Marion Laran-Lagan. Bonjour Marion. Bonjour Tal. Vous êtes chercheuse en civilisation américaine au laboratoire des études montpelliéraines du monde anglophone. Vous vous intéressez aux politiques du numérique et aux imaginaires technologiques. Vous avez publié Patriartech, un essai paru en 2024 aux éditions Hors d'Atteinte, et c'est de ce livre en particulier dont on va discuter aujourd'hui. Bon, il se passe plein de choses dans cet essai. Vous racontez le rôle fondamental et pourtant oublié des femmes à l'origine de la programmation informatique. Vous produisez aussi des analyses très précieuses sur les algorithmes qui structurent les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Et vous revenez sur les ambitions ultra-libérales et virilistes des grands patrons de la tech. Alors déjà, pour commencer, je pense que c'est important de définir ce terme. C'est quoi la tech ? La définition du Robert, toute simple, c'est de vous dire c'est le secteur des hautes technologies. Donc ça va de tout, de la défense aux sites de rencontres, par exemple. C'est un secteur économique, ça c'est très important.
Et ce secteur économique, on peut le voir comme un continuum entre le tangible, donc ce qui se touche, et l'intangible, ce qui ne se touche pas. Le tangible, c'est les infrastructures, les outils du quotidien, votre téléphone, votre ordinateur, les câbles, les satellites, ainsi de suite. Et l'intangible, ça va être par exemple le logiciel, la plateforme Netflix, et ainsi de suite. Sauf que bien sûr, pour que la plateforme fonctionne, que ce soit Netflix, Facebook ou autre, elle a besoin de tangibles, de câbles, de data centers notamment. Donc on ne peut pas vraiment différencier les deux. Et maintenant, quand on parle de la tech, on pense souvent à ce qu'on appelle Big Tech. Vous avez mentionné les GAFAM ou les GAMAM, ça dépend si on dit Facebook ou Meta. C'est ça que ça représente, c'est vraiment un monopole en fait, des entreprises qui ont un monopole sur ce secteur-là. Pourquoi vous avez choisi ce titre de livre qui articule tech et patriarcat ? Pourquoi vous faites fusionner ces deux sphères ? Dans un premier temps, c'est parce que la tech, ce n'est pas neutre. Et je voulais souligner ça. La tech, le secteur de la tech, mais tous les outils qu'elle produit, c'est créé par des humains, majoritairement des hommes blancs, plutôt privilégiés. Et donc, ces hommes blancs, ils sont biaisés, comme on l'est tous et toutes. Et ils sont biaisés par quoi ? Ils veulent imposer un système qui est le système du patriarcat et de la domination capitaliste. Donc pour moi, en faisant ce mot valise, en collant patriarcat et tech, ça permettait de dire la tech, ça n'existe pas, ça n'est pas neutre. En réalité, ça sert qui ? Les dominants. Et puis vous dites aussi dans votre livre que le capitalisme, c'est l'émanation économique du patriarcat, donc c'est aussi en ce sens-là que vous les liez. Complètement, parce que c'est, encore une fois, c'est le côté vraiment économique aussi que moi j'étudie et qui m'intéresse, c'est-à-dire le pouvoir économique de ces plateformes et comment est-ce qu'elles captent les ressources, pas seulement les ressources de la planète, mais nos ressources humaines à nous, en fait, notre temps notamment. Quand vous pensez à la tech, vous avez peut-être en tête l'image d'une épopée masculine, hétérosexuelle et blanche. Dans son livre, Marion Laurent-Lagan montre au contraire que les femmes, les personnes LGBT et les personnes racisées ont été omniprésentes à des moments cruciaux des avancées technologiques. Par exemple, Alan Turing, le père de l'informatique, a permis de déchiffrer la machine allemande Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'était certes un homme blanc assez privilégié, mais ce qui a mis un terme à sa carrière et à sa vie, puisqu'il s'est probablement suicidé en avalant du cyanure, c'est la castration chimique qu'il a subie en raison de son homosexualité. Autre exemple, la place centrale des Afro-Américaines dans les équipes de la NASA, à l'époque où c'était encore des humains qui vérifiaient les calculs des ordinateurs. Ces femmes, on les appelait les calculatrices, et elles ont énormément contribué au succès de la conquête spatiale états-unienne. Le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016, racontait leur histoire. Ce qu'explique Marion Laurent-Lagan, c'est qu'une bascule opère dans les années 70-80. On passe d'un monde où les femmes programment à un univers complètement accaparé par les hommes. Je lui ai demandé comment on expliquait ce renversement. Alors c'est intéressant parce que c'est une question économique. Justement, on parlait de Big Tech, le secteur devient rentable. C'est-à-dire que les innovations scientifiques se traduisent par des innovations commerciales et par une production commerciale qui commence à s'accélérer avec des ordinateurs qui se réduisent, avec des logiciels qui deviennent de plus en plus performants et vraiment beaucoup d'innovations. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où le secteur devient rentable, les diplômes se créent aussi pour créer un canal en fait de l'université à l'entreprise. Et donc on passe d'un monde où on peut avoir été mathématicienne et se former sur le tas au fait de programmer, à un monde où il faut être ingénieur logiciel. Et ingénieur, ça n'a pas de féminin à l'époque. À la fin des années 80, au milieu des années 80, aux États-Unis, les femmes représentent 37% des diplômés en sciences de l'informatique. En 2005, elles sont à 29%. Et si on regarde la France, on voit qu'à l'heure actuelle, en 2022, l'INSEE nous disait qu'on avait 23% des femmes qui exerçaient une position dans le numérique. Donc elles sont extrêmement minoritaires. Extrêmement minoritaires et les choses ne s'arrangent pas pour, encore une fois, beaucoup de raisons qui se croisent. Mais l'une d'elles qui est intéressante et qui est mise en valeur par Janet Abad, qui est une historienne, c'est cette histoire du changement de nom qui transforme des positions, des fonctions en fonctions qui sont considérées comme masculines. L'un des fleurons de la tech sont bien sûr les réseaux sociaux. Vous expliquez que leurs ancêtres apparaissent dans les années 70, donc avant même la création d'Internet, avec les premiers forums de discussion qu'on appelait à l'époque les BBS. J'ai essayé de les traduire, ça donnait système de tableau d'affichage électronique. Et vous dites qu'à l'époque, c'était déjà des boys clubs. Pourquoi ?
Alors en effet, c'est une très bonne traduction. C'est l'équivalent de standard électronique de bulletin où on accrochera un post-it en disant bonjour, je m'appelle Tal et j'aimerais parler de tech. Et quelqu'un d'autre viendra avec son petit post-it et dirait bonjour, je m'appelle Marion, parlons de tech. C'est l'ancêtre des forums. Ce qui se passe, c'est que donc ces premiers forums se développent dans les années 70, puis vraiment s'accélèrent dans les années 80, début des années 90, mais surtout années 80, au même moment où l'ordinateur personnel rentre dans les foyers. Or, même s'il rentre dans les foyers, on voit qu'entre 84 et 93, 93, on n'est qu'à 23% de foyers aux États-Unis qui ont un ordinateur personnel. Et il est où l'ordinateur personnel ? Il est chez papa, dans le bureau. C'est l'image un petit peu, de manière familière. Donc, d'une part, il faut avoir accès à l'ordinateur. Et de yeux aussi, ça y est, la tech est déjà devenue un secteur qui est quand même assez masculinisé. Donc ça demande un effort supplémentaire. Et alors ces hommes qui se retrouvent sur leur ordinateur, dans le bureau de papa, de quoi ils parlent entre eux ? De beaucoup de choses. Donc il y a bien sûr des sujets autour de la tech. Vraiment, le dernier ordinateur, il y a les jeux vidéo qui arrivent à ce moment-là, les jeux vidéo sur Atari, Nintendo, ainsi de suite. Ils parlent aussi de pop culture, notamment de films, et des grands films de l'époque, Top Gun, et autres, qui sont des films, bien sûr, très homo-érotiques, mais ça, c'est pas forcément perçu dans les messages échangés. Ce ne sont pas que des sujets que l'on qualifierait de masculins. Mais c'est vrai que les chaînes dans les forums qui fonctionnent le mieux, les chaînes de discussion, sont sur des sujets, très sur la tech, où il y a une majorité d'hommes qui communiquent. Et alors les réseaux sociaux, ils commencent à prendre une place prédominante dans nos vies bien après, bien plus tard, dans les années 2010 avec Facebook notamment. Et justement, la naissance de Facebook, c'est un super exemple de cette porosité entre tech et patriarcat. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook en 2003 ? Mark Zuckerberg s'est fait larguer. En tout cas, c'est la légende. C'est la légende. Et d'ailleurs, c'est la légende que perpétue le film de David Fincher, The Social Network, en 2010, qui est une très bonne adaptation romancée, bien sûr, de l'histoire. Et donc, Mark Zuckerberg, peut-être parce qu'il s'est fait larguer, probablement parce qu'il est déjà misogyne, décide de créer FaceMash. Il pirate l'annuaire de Harvard, où il est étudiant, pour que tout le monde puisse noter le corps des étudiantes et leur visage par la même occasion. Quand je dis tout le monde, majoritairement des garçons. Et à côté de ça, ça marche tellement bien que Mark Zuckerberg va notamment être financé par Sean Parker, qui est le repère, donc qui est le fondateur à l'époque de Napster. Maintenant, on a tous oublié ce que c'était, mais c'était un logiciel de partage de musique, globalement. Et en fait, ce système de notation, d'avoir un profil qui devient The Facebook, puis Facebook, il est vraiment au cœur de ce premier réseau social. À savoir, on partage ses informations personnelles et lui parie sur le fait que ce sera tellement pratique que tout le monde partagera ses informations personnelles sans se poser la question de est-ce que c'est pas un peu trop intime, est-ce que c'est pas dangereux ? Donc du coup, les sources, les origines de Facebook, c'est un système de notation sexiste des femmes des universités. Ce système-là de classification, il continue aujourd'hui sur d'autres plateformes, notamment Instagram, par le biais des algorithmes. Alors déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible ce qu'est un algorithme ? Un algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet d'obtenir un résultat. Un exemple d'un algorithme très simplifié, ça peut être si vous likez une fois ou plus une image de chat, alors votre feed, dans la prochaine semaine, va vous montrer 57% d'images de chat. Ça, c'est une commande algorithmique. Et donc maintenant qu'on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne, vous montrez qu'ils sont fondés sur un male gaze, donc un regard masculin, qui met, je vous cite, les femmes dans un état constant de notation, donc vraiment comme à l'époque des débuts de Facebook. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les algorithmes, notamment sur Instagram, mais pas seulement, bien sûr, mettent tout le monde dans un état constant de notation. On doit toujours, c'est liker, commenter, mais c'est encore plus fort sur des populations minorisées, notamment les femmes, parce que structurellement, socialement, les femmes sont notées. Sont déjà notées sur la jeunesse, l'attractivité perçue, bien sûr, socialement acceptable, conventionnellement. Et donc, les réseaux sociaux, en fait, ne font qu'exploiter quelque chose qui existe déjà dans notre société, mais ils le font exploser, en fait, en termes d'intensité. Parce que si la minute où on met une image de soi, un selfie, tout simplement, sur Instagram, même si la mode est un peu passée, mais on va dire dans les années 2010, c'était la grande période de Kim Kardashian, selfie, 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 directement, on sait combien j'ai de likes, quels sont les commentaires. Combien de personnes m'insultent ?
La Federal Trade Commission, qui est la commission aux États-Unis qui s'occupe d'aller chasser les monopoles, justement, et de vérifier que les grandes entreprises n'ont pas des effets nocifs dans leurs produits, dans leurs services. Elle a notamment, avec plusieurs Attorney General, donc c'est un peu des procureurs d'État américains, poursuivi Meta, particulièrement Instagram, parce que ça crée des problèmes de santé mentale auprès des adolescentes. Et alors justement, vous parlez de la violence des réseaux sociaux. Moi, je voudrais revenir sur le phénomène de meute masculiniste que vous décrivez dans votre livre, à partir d'une expérience hyper intéressante qui a été menée par Justin Cheng, un expert en mégadonnées chez Meta, et qui analyse du coup le phénomène qu'on dit de la désindividuation. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consistait son expérience ? Tout à fait. Alors la désindividuation, c'est un concept de psychologie sociale. Donc comment est-ce que notre psychologie évolue en société. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est parti sur une expérience très connue dans ce domaine, qui est une expérience où on met 3 personnes autour de la table qui ne se connaissent pas. Il y en a une qui a un sac blanc sur la tête, donc il ne sait pas qui est en face d'elle. Et en fait, si cette personne-là ne voit pas qui elle a en face d'elle, elle va lui infliger plus de chocs électriques. Voilà, c'est une expérience charmante, mais qui montre bien en fait qu'un usage répété en fait ici des réseaux sociaux, ça agit comme ce sac blanc. Parce qu'on ne voit pas les gens, on ne les connaît pas. Donc l'individu n'existe plus. Exactement. On ne les perçoit plus comme des individus, mais comme des entités anonymes qu'on peut aller harceler, qu'on peut insulter, qu'on peut menacer, donc l'équivalent des chocs électriques. Et en fait, à ça s'ajoute un effet de meute que donc étudie Justin Cheng, un effet de meute où on va avoir tendance à vouloir être hyper connecté à un groupe. Donc on s'identifie, ça peut être le groupe des gens qui adorent le fitness et des mecs qui adorent le fitness par exemple, ou des groupes qui peuvent paraître complètement inoffensifs, les fans de tricot. Et donc on va suivre aussi ce groupe-là. Si quelqu'un parmi les fans de fitness, bon il y a quand même un croisement ici avec la manosphère dans les fans de fitness et de poudre protéinée, si quelqu'un dit regardez cette fille qui veut lancer son compte de fitness est une imbécile, et là je dis gentiment bien sûr, on va foncer sur elle et tout le monde fonce en fait, se pose pas la question de c'est un individu. On perd cette capacité à avoir de l'empathie pour les autres et vraiment à se dire c'est une personne vivante, réelle. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant d'intelligence artificielle parce qu'on ne peut pas parler de tech sans parler de ce sujet. On l'a vu s'imposer dans nos vies en quelques mois à peine, avec des outils comme ChatGPT par exemple, qui sont au passage catastrophiques pour l'environnement. La banque états-unienne Morgan Stanley a dit dans un rapport que d'ici à 2027, l'IA générative pourrait utiliser autant d'électricité qu'un pays comme l'Espagne. Et c'est aussi un outil qui demande énormément de ressources en eau pour refroidir les data centers qui font tourner les plateformes. Mais voilà, malgré ça, c'est un outil qui est utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il sait répondre à peu près toutes les problématiques du quotidien. Il peut faire votre liste de courses à votre place, vous créer un programme sportif sur mesure, rédiger vos mails et même répondre à vos questions existentielles sur le sens de la vie. Pour qu'on comprenne bien, encore une fois, de quoi on parle, c'est quoi l'IA générative et comment ça fonctionne ? L'IA générative, c'est une IA, en fait, qui va créer des décisions, des images, des réponses. Donc, par exemple, vous mentionnez l'exemple des personnes qui posent des questions existentielles, et il y a plusieurs articles qui sont parus récemment, notamment un chez Mediapart, sur le fait que les gens l'utilisent comme un psychothérapeute, en fait. Pour le dire, je me suis fait larguer, comme Mark Zuckerberg en 2003, et peux-tu m'aider s'il te plaît ? Et en fait, c'est déjà très très large ça. Parce qu'en fait, IA, c'est vrai que le terme est utilisé partout. Ça fait longtemps que l'IA existe, c'est la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance de la parole, c'est le fait qu'elle puisse prendre des décisions autonomes. Autonomes entre guillemets, parce qu'elle a été programmée. Donc ça reste quand même des algorithmes derrière. Oui, justement, vous parlez de ça dans votre livre, des biais algorithmiques des IA, qui reposent, pour vous citer, sur une norme essentiellement blanche, masculine et de classe moyenne à classe supérieure. Vous revenez, par exemple, sur les biais racistes de l'IA en citant le cas de la reconnaissance faciale. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet exemple-là ? Alors, il y a plusieurs chercheuses qui se sont inquiétées de ça assez rapidement. En 2015, Deborah Raji notamment. Mais aussi, en fait, en 2018, il y a 2 chercheuses du MIT, Joy Buolamwini et Timnit Gebru, qui en fait ont publié un article qui analysait justement des systèmes de reconnaissance faciale commercialisés, donc déjà utilisés par Microsoft, IBM. Et donc, la conclusion, en fait, c'est que le taux d'erreur de la reconnaissance faciale, elle augmente à partir du moment où on croise le genre et la race. Donc en fait, on a plus de chances de reconnaître un homme blanc que l'on en a d'identifier une femme noire.
Et donc ça, ce qui explique cette difficulté de reconnaissance des visages, c'est justement les biais racistes qui sont à l'œuvre dans la programmation des algorithmes. Alors tout à fait, et ça pour deux raisons. La première, c'est que quand on crée un système de reconnaissance faciale, on l'entraîne sur des données. Et malgré tout, on les choisit, ces données. Or, ici, on peut imaginer, en tout cas c'est la conclusion que les chercheuses font de ça, c'est que les personnes qui ont créé ces bases de données, elles ne se sont pas posé la question de ma base de données est diverse. Parce que techniquement, Internet représente les gens qui l'ont créé. Et donc les bases de données, c'est des bases de données majoritairement où on voit des têtes d'hommes blancs. Donc c'est plus simple, bien sûr, d'aller chercher des têtes d'hommes blancs et donc de les reconnaître, parce qu'on peut plus, on a plus de données tout simplement. La deuxième chose, c'est que ces ingénieurs ne se sont pas posé la question, en fait. Quand ils ont monté leur base de données, qu'ils ont commencé à faire leurs premiers tests et qu'ils l'ont commercialisé, ils ne se sont pas dit à un moment « Tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ?» Simplement parce que le monde et le système est discriminant, tout simplement, qu'on discrimine une catégorie de la population qui est déjà très minorisée, très précarisée. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que souvent, les voix des intelligences artificielles, même leur personnalité, sont féminines. Je pense à Siri, l'IA d'Apple, mais aussi à Alexa, donc l'assistante vocale d'Amazon. Et d'ailleurs, vous avez travaillé sur son développement. Qu'est-ce que ça raconte, cette féminisation de l'intelligence artificielle ? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une féminisation de la voix. Donc, pas de l'intelligence artificielle, mais vraiment de sa performance. On pourrait dire même du comportement, non ? Parce qu'elle est serviable, elle est très polie, etc. Enfin, j'ai l'impression, justement, moi, d'une mise en scène aussi d'un comportement qui serait assigné à des caractéristiques jugées féminines. Complètement. On lui donne un rôle. Et alors, il y a deux choses, je dirais. C'est que en tout cas sur un Siri ou une Alexa, c'était des voix qui avaient vocation à être dans votre téléphone ou donc chez vous, dans votre poche, dans votre intimité. Le fait que ce soit une voix de femme, c'est moins intrusif, c'est moins effrayant qu'une voix d'homme. Et vraiment, ces questions-là se sont posées. À côté de ça, ce qui est intéressant et paradoxal, et j'ai deux anecdotes que je trouve assez amusantes sur le sujet, c'est Clifford Nass, qui est un expert de l'interaction humain-robot. Il a raconté cette anecdote. C'était chez BMW, donc quand ils ont été forcés de rappeler leur système GPS, parce qu'en fait, les conducteurs allemands refusaient de suivre les directions données par une voix de femme. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que, bien sûr, le stéréotype est ultra sexiste. Une femme ne sait pas donner le chemin, parce qu'elles n'ont pas de sens de l'orientation. Donc c'est un cliché ancré dans la société. Mais à côté de ça, pour y répondre, le service client n'a trouvé rien de mieux que de leur dire « Rassurez-vous, les ingénieurs sont des hommes ». Ça, c'était il y a quelques années, paradoxalement, et ça c'est assez amusant parce qu'on voit... On voit le côté opposé. L'année dernière, l'université Fudan à Shanghai, elle a publié une étude où elle montrait que, en fonction de la voix du GPS, si c'était une voix un peu plus aiguë et qu'eux-mêmes qualifient de sexy, donc ce ne sont pas mes termes, les conducteurs hommes avaient tendance à brûler les feux orange. Et ils en ont conclu que c'était pour lui montrer que c'était des hommes. Une espèce de performance de la virilité devant complètement le robot, quoi. La mort du danger, parce que la voix était... Parce qu'à côté de ça, on leur a demandé comment vous qualifieriez cette voix. Ah oui, elle est plus sexy, elle est plus... Et c'est intéressant de voir à quel point on a des réactions qui sont ancrées, en fait. C'est quoi le risque que ces algorithmes ils tombent dans les mains de multimilliardaires masculinistes à la Elon Musk ? Parce que j'ai quand même envie de rappeler que Elon Musk, il a cofondé OpenAI, donc l'éditeur de ChatGPT. Est-ce que ce serait facile pour eux d'en faire des outils explicitement masculinistes qui sont entraînés, on va dire, pour produire des résultats masculinistes, virilistes Mais en fait, c'est déjà le cas. OpenAI, à l'heure actuelle, donc Sam Altman, qui était le cofondateur avec Elon Musk, a récupéré le bébé. Sam Altman, c'est quelqu'un qui veut du pouvoir. Clairement, quand on voit ses mentors, Paul Graham, Peter Thiel, c'est une entité vraiment très très conservatrice de la Silicon Valley. C'est quelqu'un qui a soutenu Trump dès 2016, alors qu'à l'époque, la Silicon Valley n'était pas derrière Trump, ce qui a changé entre-temps. Mais voilà, il veut le pouvoir, mais il veut quel pouvoir ? Un pouvoir de domination, qui est un pouvoir qui rappelle notamment celui du colonialisme, parce que vous avez parlé du fait que l'intelligence artificielle, ça exploite les ressources. Vu comment c'est parti, c'est exponentiel en fait. Donc on court après ça. Et agir comme ça,
c'est un discours de dominant. Enfin, c'est pas un discours, justement. Ce sont des actions de dominants. On va exploiter le monde comme au XIXe siècle, la France ou l'Angleterre sont allés coloniser des parties du monde pour pouvoir avoir et l'or et le coton et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans le même système. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire d'organisation collective et qui existe déjà. Hein. Il y a déjà des organisations qui travaillent pour en fait combattre ce nouveau monde et de ne pas se laisser avoir par cette fausse promesse d'un nouveau pays d'opportunité comme pouvaient être les États-Unis quand les premiers colons sont arrivés au XVIe siècle. Alors on reviendra un peu plus tard sur justement les initiatives, les luttes des personnes qui essayent de faire changer ce monde de la tech. Mais avant ça, vous consacrez un chapitre de votre essai à faire le portrait de ceux que vous appelez les barons de la tech. Alors c'est qui ces fameux barons de la tech ? Alors l'expression les barons de la tech, elle représente bien sûr les grands PDG. Vous avez mentionné Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, Satya Nadella chez Microsoft, Bill Gates, et ainsi de suite. Et en fait, l'expression, elle est reprise d'une expression, les barons voleurs, qui était une expression utilisée pendant le Gilded Age, donc l'âge du toc, qui se passe juste après la guerre de sécession, entre 1873 à peu près au début du XXe siècle. C'est l'idée d'une aristocratie illégitime, parce que le baron, en fait, c'est pas un vrai noble, qui va s'approprier les ressources humaines, les ressources d'un pays, les ressources minières, par exemple, pour réaliser son rêve, son entreprise. C'était des personnalités comme Rockefeller, par exemple, qui avait le monopole sur le pétrole américain. Et ici, on a cette même image, en fait, avec ces nouveaux PDG qui, en plus, ont exactement le même discours qu'un Carnegie ou un Rockefeller à l'époque, en disant notamment « Laissez-moi faire tout ce que je veux, laissez-moi m'enrichir jusqu'à plus soif. En échange, je vous ferai un petit peu de philanthropie sur les côtés, c'est-à-dire je redonnerai un peu de mon argent pour améliorer le monde. » Sauf que c'est complètement ubuesque, parce qu'on va avoir par exemple un Jeff Bezos qui, crise de la cinquantaine, crée son Blue Origin donc pour aller dans l'espace, pour se battre contre Elon Musk, une guerre d'ego encore une fois, et qui à côté crée le Bezos Earth Fund pour sauver la planète. Parce que il l'a raconté quand il a fait son premier vol en orbite, il a vu la planète, il s'est dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est fragile !» Et j'ai envie de lui dire... ça, c'est la version pour les médias, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas surtout de l'optimisation fiscale derrière la création de ces sociétés philanthropiques Alors, très probablement, optimisation fiscale, et aussi, c'est intéressant d'un point de vue financier, en fait, d'avoir des organisations qui font de la philanthropie. Pourquoi ? Alors, bien sûr, optimisation fiscale, mais aussi parce qu'en fait, ça a un effet positif sur la valeur de l'action. Donc c'est un cercle vertueux pour eux et un cercle vicieux pour le reste du monde. Et on le voit en termes aussi de capital médiatique. La fiancée de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, celle qu'il a envoyée dans l'espace, elle vient de recevoir un prix pour ce Bezos Earth Fund auquel elle a été associée parce que ça fait bien. Parce qu'il faut bien le dire ici, elle aussi, elle a un peu... Token consentant très clairement, parce qu'elle est d'origine latina, c'est une femme, et elle vient recevoir ça. Mais bien sûr, ils viennent recevoir ce prix-là sur leur yacht qui consomme des milliers de litres d'essence. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'il y a un vrai culte du génie créatif solitaire dans les récits de la tech. On l'a notamment beaucoup vu avec Steve Jobs à l'époque, donc l'ancien visage d'Apple, qui apparaissait clairement comme un gourou, un prophète de la tech. Mais vous rappelez qu'ils viennent souvent, tous ces hommes-là, de familles très aisées. Vous prenez les exemples de Larry Page, donc le fondateur de Google, qui vient d'une famille bourgeoise de scientifiques. Pareil pour Mark Zuckerberg, qui est issu d'une famille riche. Même chose pour Bill Gates, donc le fondateur de Microsoft, ou encore Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui vient de Stanford, du monde de la finance. Et enfin, et non des moindres, Elon Musk, dont la famille est propriétaire d'une mine d'émeraude en Afrique du Sud. Pourquoi cette fiction du self-made man, donc de l'homme visionnaire qui s'est fait tout seul, elle est si importante dans la culture tech ? Alors je pense qu'elle est importante parce que la culture tech, elle est vraiment enchâssée dans la culture américaine. Et il y a ce rêve américain, on connaît l'expression, qui fait partie de l'histoire américaine depuis les colons qui sont allés chercher ce nouvel Éden, cette nouvelle terre où
il pouvait se réinventer et il pouvait avoir énormément de succès et qui a été nourri à tort par notamment, je parlais des barons voleurs pendant le Gilded Age qui disaient « Regardez, je suis un self-made man ». Certains l'étaient, Carnegie c'est le cas, mais en fait plus ça allait... Et puis certains le sont encore aujourd'hui. Vous citez par exemple Steve Jobs qui est un peu un ovni dans toute cette lignée d'hommes richissimes et qui ont des familles très bourgeoises, quoi. Mais tout à fait, parce qu'il vient d'une famille de classe moyenne, c'est un enfant adopté, mais c'est l'exception qui confirme la règle, encore une fois. Donc ce qu'on voit, c'est que l'Amérique, elle adore ces récits de « je me suis fait tout seul », de l'individualisme forcené. Et ça rentre complètement dans le capitalisme, parce que le capitalisme veut vous faire croire que quand on veut, on peut. Or c'est faux, c'est quand on peut, on veut. Quand on nous montre des modèles qui sont des modèles qui nous ressemblent, on a tendance à se dire « oh, moi aussi, c'est possible ». Si on voit aucune femme noire dans la tech, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter dans la tech, par exemple. Donc, c'est vraiment juste un reflet de la culture américaine. Cette image de l'autodidacte qui réussit tout, et surtout qui réussit tout seul, alors qu'on sait très bien qu'ils viennent de milieux privilégiés. Mais surtout, Facebook, ça n'a pas été créé par Mark Zuckerberg. Il était avec Eduardo Saverin, il y avait d'autres personnes. En fait, c'est toujours une équipe. Mais à la fin, on préfère l'histoire de celui qui s'est fait tout seul... parce qu'on adore les histoires de héros. C'est vrai que c'est très propre à la tech aussi, le fait que les marques soient extrêmement incarnées. Je reprends l'exemple de Steve Jobs, mais effectivement, c'était le visage extrêmement central d'Apple pendant des années. Zuckerberg, c'est pareil pour Meta. J'ai l'impression que c'est aussi spécifique à la tech, le fait qu'il y ait des visages d'hommes et un seul visage d'homme en fait derrière chaque marque. Alors c'est intéressant parce que je pense que pour Steve Jobs c'est très vrai. Donc ce qu'on appelle la culture du PDG ou CEO culture en anglais, parce que ça a vraiment été étudié où les PDG deviennent des influenceurs, des gourous, des gens qu'on veut suivre, des gens qui ont vraiment la vérité. Et Steve Jobs, vraiment typique avec son col roulé noir, en plus il avait vraiment une persona, c'est quelqu'un qui était vraiment dans le design, et lui savait aussi comment concevoir, designer sa propre apparence. Je trouve que c'est un peu moins le cas pour Zuckerberg, même si on en parle beaucoup, parce qu'il était très mauvais au début. Notamment quand il devait être très mauvais, je veux dire, dans sa présentation. Notamment, il suait beaucoup. Il s'énervait très facilement. Il était extrêmement stressé, en fait, en interview. Mais c'est très dur. Visible. Bah oui, c'était un geek et qui n'avait pas l'habitude de parler. Et notamment, c'est pour ça qu'il a fait venir auprès de lui Sheryl Sandberg, qui est devenue la directrice des opérations. Elle est venue, parce qu'elle savait vraiment se présenter, elle savait vraiment communiquer. Et il a évolué. Donc maintenant, il se montre beaucoup plus. Et vous l'avez mentionné, passion MMA, donc entraînement pour montrer ses muscles. Il montre qu'il va se battre contre d'autres combattants. Mais oui, Elon Musk. Elon Musk s'est présenté vraiment comme c'est un personnage. Et c'est reconnu d'ailleurs, parce qu'avant qu'il vire complètement conservateur, en tout cas ouvertement, je me rappelle, il avait fait des émissions, tous ces late shows aux États-Unis, et où il expliquait qu'il voulait aller sur Mars, qu'il voulait terraformer la planète. Et je crois que c'était Stephen Colbert qui lui dit « Mais quand vous parlez comme ça, on dirait un méchant de Marvel. » Ce qui a dû lui plaire. Oui, il a adoré. Et alors justement, vous citez cette mise en scène de Zuckerberg qui pose torse nu avec des combattants de MMA, donc cette discipline sportive qui mélange arts martiaux et sport de combat. Il y a aussi récemment sa réhabilitation de la masculinité dans le cadre d'un podcast. Il y a le monde de la tech est plein de ce virilisme assez hostile et qui est de plus en plus affiché. On a aussi les scandales de harcèlement sexuel chez Microsoft avec 200 plaintes déposées par des plaignantes ces dernières années. Vous parlez aussi dans votre livre de la culture bro chez Blue Origin, donc la société spatiale de Jeff Bezos. Et évidemment, on pense aussi encore une fois à Elon Musk qui, entre deux saluts nazis, défend le pronatalisme de plus en plus régulièrement sur ses réseaux. Donc, c'est-à-dire l'idée selon laquelle une société doit encourager fortement les femmes à faire des enfants au nom de la survie de la nation. Comment on explique cette porosité justement entre tech et masculinisme ? La tech est dominée par des hommes blancs, majoritairement cis, majoritairement hétérosexuels, majoritairement issus de milieux privilégiés, qui n'ont jamais eu à se questionner sur leur place dans le monde, autre que comment je fais pour aller encore plus haut, pour avoir encore plus de pouvoir, pour être encore plus riche. Et je pense que ça rencontre plusieurs choses. Ça rencontre le retour de bâton. Donc ça, c'est le terme utilisé par la féministe Suzanne Faludi, de backlash, quand des avancées perçues pour les minorités, que ce soit par exemple le mariage pour tous, le droit à l'avortement, et ainsi de suite, avec une société qui va venir combattre ça, une résistance des dominants. Et en fait, ces PDG, ils suivent le vent.
Par exemple, en 2016, quand Trump a été élu, il y a eu beaucoup de questions sur le fait qu'il y aurait eu des hackers russes qui auraient aidé Trump à être élu parce que Poutine voulait que Trump soit élu pour déstabiliser les États-Unis. Il a été prouvé que ce n'était pas le cas en réalité, mais à ce moment-là, il y a eu un sentiment anti-tech fort. Et donc, quelqu'un comme Mark Zuckerberg, par exemple, s'est beaucoup excusé devant notamment le Congrès. Il a dit oui, je crois que c'est important, la vérité, il faut la défendre. Mais en fait... Parce que là encore, comme aujourd'hui, en fait, ça servait juste ses intérêts financiers. Complètement. En fait, c'est qu'est-ce qui sert mes intérêts ? Si ce qui sert mes intérêts, c'est d'avoir un char à la Gay Pride, j'y serai. Si ce qui sert mes intérêts, c'est de suivre le mouvement, et le mouvement part sur un tournant conservateur, un tournant fasciste, je suis le mouvement et je l'alimente, en fait. C'est une pure question économique. C'est des gens qui, de toute manière, ne seront pas impactés par les grands changements de gouvernement. Mark Zuckerberg, il a un bunker à Hawaï qu'il a construit en plus sur des terres sacrées. Voilà. Lui, d'un côté, il développe lui aussi l'intelligence artificielle chez Meta, où on exploite toutes les ressources, mais ces ressources à lui-même, il les a bien gardées pour pouvoir sauver sa femme, ses enfants et le personnel qui va lui faire à manger, parce qu'il ne faut quand même pas non plus exagérer. Donc, c'est des personnes qui ne vivent pas dans notre réalité. La réalité du commun des mortels. Et je ne parle même pas des populations les plus précarisées. C'est des personnes qui ne voient pas le fait que l'exploitation des ressources, et notamment avec les data centers, ça veut dire moins de ressources pour des pays qui sont déjà dans des états d'extrême pauvreté, qui n'hésitent pas à exploiter, on le voit, au Kenya, on a des travailleurs qui font de l'annotation pour les intelligences artificielles, ça veut dire qu'ils vont annoter les réponses en disant c'est une réponse correcte, c'est une réponse incorrecte, avec un pourcentage, mais ils sont traités, c'est de l'esclavage moderne en fait. Et ça, on n'en parle pas, on en parle peu, en tout cas, ces PDG n'en parlent pas. Parce qu'ils s'en fichent, ça ne les concerne pas, donc ils sont dans une tour d'ivoire, et il faut bien se le mettre en tête. C'est des personnes qui ne se considèrent pas comme le commun des mortels. Quand elles discutent, elles disent que c'est pour le bien du monde, ce sont des performances. Et alors, qu'est-ce qui fait que y a eu une résistance, bon, on comprend bien pour des enjeux purement financiers et réputationnels, mais qu'il y a eu une résistance lors du premier mandat de Trump, une résistance contre l'administration trumpiste, et qu'à l'inverse, aujourd'hui, on soit vraiment dans une adhésion complètement explicite. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est si différent aujourd'hui ? Alors, il y a, je pense, plusieurs raisons. La première, c'est pendant la présidence de Trump. Trump était contre la Silicon Valley. Il est considéré comme les vilains libéraux, ce qu'ils étaient, en majorité, à l'exception de Peter Thiel. Les grands PDG ont soutenu Hillary Clinton à l'époque. Ils ont notamment donné de l'argent à ces comités, voilà. Et en fait, pendant la présidence, ce qu'ils ont vu, c'est que Trump n'était pas prêt de s'en aller. Certes, Joe Biden a gagné la campagne en 2020, mais Trump est resté là. Et ils ont vu que les républicains tournaient de plus en plus vers le conservatisme. Et donc, ils ont préparé leurs arrières, tout simplement. Il y a vraiment cette idée de se dire, après tout, si Trump peut me servir, pourquoi pas ? Et c'est extrêmement visible avec Elon Musk et Trump. Elon Musk, sur Twitter, à l'époque, avant qu'il le rachète, insultait Trump. Mais comme entre-temps, Elon Musk a vu qu'il n'arrivait pas à être le héros des démocrates, en tout cas il n'avait pas la place qu'il voulait avoir, il voulait du pouvoir, il s'est rangé du côté de Trump, qui maintenant, ils sont bras dessus, bras dessous. Donc il y a vraiment, c'est où est leur intérêt ? Et leur intérêt économique est là. Et on l'a vu avec la cérémonie d'investiture, où ils étaient tous en randonnion à faire des risettes derrière le président, et notamment à Mark Zuckerberg. Et pourquoi aussi ? Parce que beaucoup d'entre eux étaient en proie à des procédures légales, notamment j'ai mentionné le FTC, donc le Federal Trade Commission. Et en fait, ils ont vu que Trump allait arriver, et c'est une manière, en se rapprochant de lui, de dire voilà, on passe mon procès à la trappe, en fait. Parce que regarde, je t'ai donné 1 million, 2 millions, 200 millions, ce qui pour eux est vraiment de la menue monnaie. Et alors, tous ces profils d'hommes là qu'on est en train de décrire, est-ce que c'est eux qu'on appelle les tech bros ? Enfin, d'où vient cette expression ? Elle désigne qui ? Alors, les tech bros, à l'origine, ça désigne des geeks qui ont des compétences sociales moyennes, dirons-nous. En tout cas, c'est notamment la définition qu'on trouve dans le dictionnaire Cambridge. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand on voit les exemples, ce sont tous des exemples négatifs qui disent « Il est compliqué pour les femmes de travailler dans la tech à cause des tech bros ». Ou alors « Il faudrait qu'il y ait un meilleur ratio femmes tech bro ». Donc on voit bien que c'est devenu un terme. C'est
boys club, c'est cette culture-là de on se ressemble tous. Et donc c'est très compliqué pour les personnes différentes de pénétrer ces univers-là parce qu'en fait ils sont très très homogènes et d'une homogénéité qui représente vraiment les dominants. Vous racontez aussi les investissements de plus en plus massifs de la tech dans la conquête spatiale. Vous en avez un petit peu parlé précédemment. J'ai cité Blue Origin, donc la société de Jeff Bezos, mais il y a aussi SpaceX, créée par Elon Musk, qui est aujourd'hui un acteur incontournable de l'économie astrospatiale aux États-Unis. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre que sur les 5000 satellites en orbite autour de la Terre, la moitié appartient à Elon Musk et qu'il a comme objectif final d'en déployer encore 42 000. Donc c'est absolument phénoménal. Pourquoi ils sont obsédés par l'astrospatial ? Parce que c'est un des derniers, la conquête de l'espace, il y a vraiment ce côté de qu'est-ce qu'on peut aller coloniser. Tous parlent de leur rêve de petits garçons, donc c'est très bien. Leur rêve de petits garçons, c'est d'aller polluer l'espace et puis d'aller sur une planète, la terraformer, et puis tous manger des pilules en attendant qu'on puisse survivre sur la planète. Ça, c'est le rêve avoué d'Elon Musk. Il l'a dit en ces termes. Oui, alors, il a dit, oui, il veut aller sur Mars, il veut terraformer. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a créé OpenAI ? Parce qu'en fait, il avait donc ce rêve avec SpaceX d'aller sur Mars, qu'il a toujours. Il a rencontré l'un des fondateurs de DeepMind, donc qui est une entreprise d'intelligence artificielle avant qu'elle soit rachetée par Google. Et celui-ci lui a dit, si on arrive à développer une super intelligence artificielle, en fait, elle va te suivre sur Mars. Donc, si tu t'enfuis de la Terre parce qu'elle est en train de décider que c'est pas bien qu'il y ait des humains, on va tous les tuer, elle va te suivre. Tu peux rien y faire. Et c'est pour ça qu'au début, il avait créé OpenAI parce qu'il avait vraiment cette peur. Et il le disait, il l'a répété plein de fois. J'ai peur de la super intelligence parce que je pense qu'il faut vraiment faire attention pour la créer. Il faut qu'il y ait des réglementations, des législations. Il était vraiment de ce côté-là. Donc, il y a cette idée d'aller vraiment de coloniser une planète. C'est intéressant parce qu'en fait, la conquête spatiale, c'est vieux. Et en fait, c'est tombé en désuétude, parce que il y a des tendances économiques, des tendances sociales, pendant les années 70, parce que les États-Unis avaient autre chose à se préoccuper, la guerre du Vietnam, les crises dues au choc pétrolier. Et en fait, à partir de ce moment-là, la NASA a été de moins en moins financée par l'État. La NASA a dû commencer à externaliser, notamment certains de ses voyages, et c'est là que SpaceX est arrivé, entre autres. C'était un parmi plusieurs prestataires qui a réussi à devenir le prestataire dominant, et donc maintenant il y a un monopole aussi de SpaceX qui remplace, entre guillemets, en partie bien sûr, la NASA. Et maintenant que Trump est au pouvoir et qu'il licencie les scientifiques qui sont à la tête de la NASA, c'est encore pire. Donc en fait, ça a réactivé le rêve, parce qu'en fait c'est un rêve qui est extrêmement coûteux en termes de ressources, et c'est aussi pour ça qu'il avait été en partie abandonné. On s'était dit, c'est quand même énormément d'investissement. Et pourquoi ? Ok, on est allé sur la Lune, c'est très bien. Mais on est allé sur Mars, on a vu qu'il y avait de l'eau. Mais on voit bien que les perspectives, elles sont à des centaines d'années. En fait, entre le moment où on va arriver sur Mars, on va le terraformer. Et on va pouvoir y vivre en sortant de la capsule ou de la station spatiale. Et pendant ce temps-là, ça voudra dire qu'on va devoir se rationner, on va devoir manger peu. Ça ressemble un peu au film Mickey 17 de Bong Joon-ho qui est sorti il y a peu de temps et qui est sorti après que Trump ait été élu, mais clairement est une satire sur la rencontre entre Trump et Elon Musk. Justement, sur cette porosité entre la tech et le champ politique, on en a aussi parlé jusque-là, mais on assiste depuis la réélection de Trump à une droitisation éclair de la tech. Vous avez écrit votre livre, vous l'avez fini avant que Trump soit réélu, et depuis, forcément, on a tous et toutes vu cette image glaçante d'un Elon Musk qui se tient aux côtés de Trump dans le bureau ovale, comme si c'était son salon, littéralement. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment avec la réélection de Trump, avec justement ce secteur de la tech ? En fait, c'est un secteur qui souhaite être complètement déréglementé. Les entreprises de la tech, certaines, en fait, elles sont l'équivalent du PIB de certains États, en fait, donc du produit intérieur brut. Donc, elles ont le même pouvoir financier, économique que certains États. Et leur intérêt à elles, c'est que tout soit déréglementé. Donc, ce qui se passe avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence une deuxième fois, c'est que lui rentre aussi dans cette idée très libertarienne, en fait,
du monde, où l'État doit vraiment être le moins présent possible. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut détruire notamment le ministère de l'Éducation, parce qu'on n'a pas besoin de professeurs dans son monde. Les enfants seront éduqués à la maison par les femmes qui ne travailleront plus, bien sûr, puisque de toute manière, elles n'ont pas le droit à l'avortement, donc elles feront 10 bébés, donc le pronatalisme vaincra. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un enchaînement de catastrophes. Et ici, on voit bien que la tech, elle n'est pas séparée du monde. Et quand on a comme ici la tentation du fascisme, et pas que la tentation, parce que il y a beaucoup de penseurs qui disent qu'à l'heure actuelle, les États-Unis sont en train de devenir un État fasciste. Elle le suit et le soutient parce qu'en réalité, le fascisme, c'est bon pour une certaine économie. Pour une économie où les plus riches deviennent encore plus riches et où les plus pauvres, l'écart se creuse en fait. Et eux, on s'en fiche. C'est vraiment cette idée de marche ou crève. Vous racontez aussi que certains de ces barons de la tech, ils sont obsédés par Ayn Rand, une philosophe ultralibérale qui a écrit un livre, La Grève, qui est une sorte de bible pour les grandes figures de la Silicon Valley, comme Steve Jobs, Elon Musk et aussi Travis Kalanick, qui est le fondateur de Uber. Pourquoi ce texte les obsède autant ? Alors c'est assez passionnant parce que Ayn Rand, c'est une penseuse, une écrivaine avant tout, d'origine russe et soviétique, parce qu'elle quitte l'URSS après la Révolution pour se réfugier aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a développé un système de pensée qui s'appelle l'objectivisme, qui est vraiment focalisé sur l'individualisme. Ce que son système de pensée, c'est « je fais ce que je veux tant que je n'empêche pas les autres de faire ce qu'ils font », pour le résumer. De faire ce qu'ils veulent, pardon. Et dans La Grève, elle met en scène des personnages, des créateurs, parce que pour elle, créateur, ça peut être entrepreneur, mais ça peut être aussi, par exemple, un très grand violoniste, du moment qu'on crée. Et elle dit que c'est ces gens-là qui font avancer le monde, et que s'ils décident de faire la grève, le monde s'arrêtera de tourner. Elle a à la fois, elle croit cette idée de « quand on veut, on peut », donc ça résonne beaucoup avec ces PDG qui se voient justement comme des autodidactes, qui se voient comme des surhommes, des héros de leur propre destinée. Et aussi ce côté où elle met en valeur l'entrepreneur, c'est un héros. C'est pas juste je suis là pour faire de l'argent, c'est vraiment je change le monde. Je crée un nouveau monde. Et beaucoup de PDG de la tech, ils pensent vraiment que la tech, et donc eux, bien sûr, ils vont changer le monde. Et bien sûr, comme toute innovation, bien sûr que la tech influence le monde et le change. Mais eux, cette idée, c'est vraiment de le modeler. Et Ayn Rand, l'objectivisme, c'est comment est-ce que je modèle le monde pour qu'il soit le plus efficace possible, pour aller le plus loin possible. C'est très individualiste. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est quand même assez amusant, dans La Grève, donc John Galt, qui est le héros du récit, décide à un moment, bon, on va arrêter de faire la grève parce que ces pauvres ouvriers, ces pauvres gens, ces pauvres employés de bureau qui ne servent à rien, ces pauvres professeurs qui ne servent à rien, ils ont besoin de nous, sinon ils vont mourir de faim. Et donc, avant de quitter la vallée où il s'était réfugié avec tous ces génies, il fait un signe, le signe dollar, comme quelqu'un ferait le signe de croix en fait. Parce que la religion, c'est le dieu dollar. Et ça rejoint énormément ce dont on parle. Je pense vraiment que ces gens-là, ils ont choisi la tech parce que c'est là qu'il y avait de l'argent. C'est des personnes intelligentes privilégiées. C'est là qu'il y avait de l'argent et du pouvoir. Si ça avait été l'agriculture, ce seraient tous des fermiers. Bon, on va essayer de clôturer cet entretien en discutant de perspectives qui donnent de l'espoir après tout ça. Vous racontez que des personnes luttent pour faire changer ce système patriarcal, notamment, mais pas que, de la tech, à la fois de l'intérieur et à l'extérieur de ces entreprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un combat qui vous inspire particulièrement ? Timnit Gebru, qui est une scientifique, son combat, il me touche parce que je pense que le savoir, c'est la première chose dont on a besoin pour pouvoir se battre. Comprendre pour améliorer le monde. On ne peut pas se battre si on ne sait pas contre qui on se bat, pourquoi on se bat, comment on se bat. Et elle a créé une initiative qui s'appelle DAIR, D-A-I-R, donc c'est Distributed AI, donc Intelligence Artificielle, Research Institute, donc l'Institut de la recherche dans l'intelligence artificielle, mais qui est distribué, partagé ici. Et en fait, son idée, c'est de faire de la recherche en intelligence artificielle, mais par et pour la communauté. Sans justement l'influence de Big Tech, de dire comment est-ce qu'on fait pour que l'intelligence artificielle profite à tout le monde. Parce que l'intelligence artificielle en soi, c'est un outil. Ça n'est ni négatif ni positif, c'est ce qu'on en fait. Alors comment on ferait concrètement pour parvenir à cet objectif ? La première chose, c'est qu'il faut qu'on ait des réglementations très fermes, notamment sur l'utilisation des données, sur les ressources.
qu'une entreprise comme OpenAI ou n'importe quelle autre, parce que Netflix, par exemple, utilise des data centers aussi, parce qu'on sait ce que ça impacte. Ça, ce serait une première chose. Et ensuite, des obligations d'avoir des bases de données qui sont diverses, beaucoup plus petites. On peut travailler sur des bases de données plus petites et tout aussi pertinentes. Et c'est ce que défend notamment Timnit Gebru, en disant on peut faire les choses différemment, mais maintenant, il faut qu'il y ait à la fois des instituts comme le sien, des initiatives citoyennes et ici scientifiques, et en même temps, il faut absolument que les politiques, les législateurs le prennent en main, en fait. Parce que il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'est l'intelligence artificielle ou qui voient juste le côté économique. Et je pense au président de la France, M. Macron, qui encourage, par exemple, notamment l'initiative de Mistral, qui est une intelligence artificielle, un ChatGPT français. Très bien, mais si c'est pour faire comme les Américains, juste suivre sans réfléchir à ce qu'on va faire, ça ne sert à rien. Et il y a vraiment cette idée qui n'est pas nouvelle, que Rabelais nous a quand même écrite, c'est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et ici, c'est pas seulement de l'âme, c'est de la terre. Et ça va nous impacter dans 5, 10, 15 ans. Ça nous impacte dès maintenant, en fait. Vous terminez justement votre essai avec une idée que j'ai trouvée très intéressante, c'est la protopie, donc le fait d'imaginer un futur désirable. Vous avez commencé un petit peu à le faire. À quoi ressemblerait un monde de la tech protopique selon vous ? Moi, dans ma protopie, la tech existe. C'est pas une protopie où on est tous en train de faire notre feu et de faire griller nos légumes au feu. Non. Mais avant de financer à tout va l'IA, on se pose la question en fait du monde dans lequel on veut vivre. Donc ma protopie, c'est un monde où on prend soin des autres, et notamment des plus précarisés, des minorités les plus exposées. Et ça veut dire qu'avant d'utiliser des outils, on se demande comment et pourquoi on va les utiliser. Et pas juste développons. Et c'est aussi, dans ma protopie, je pense, un monde où on remet le don au centre de l'économie. Donc on sort du capitalisme, parce que ça ne marche pas. On voit le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, on voit ce qui est en train de se passer avec la montée du fascisme. Il y a un problème en fait. Le capitalisme, ça fait que polariser. Ça ne bénéficie qu'à une mini frange de la société. Et donc je pense qu'on revient à quelque chose où on travaille ensemble pour un monde meilleur, où on se concerte. Et ça prend un peu de temps en fait. Et donc probablement un monde où on ne demande pas à ChatGPT de nous aider pour notre rupture, mais où on reprend le temps de se connecter à sa communauté. Et je comprends que ce soit compliqué, mais si on ne commence pas à le faire, en sollicitant les législateurs, les politiques, en s'impliquant, parce qu'à partir du moment où on est impliqué, même juste de parler à ses voisins, c'est déjà un pas vers le monde qu'on veut. Pour finir cette discussion, Marion, quelle œuvre vous recommanderiez à nos auditeuristes sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui ? Alors, j'en ai deux. Une en anglais, une en français. En anglais, ça vient de sortir, c'est The Empire of AI de Karen Ao, qui est une journaliste brillantissime qui a suivi OpenAI depuis 2019 et qui notamment travaille sur ces questions de colonialisme numérique. Et c'est passionnant, c'est brillant, c'est bien écrit, voilà. Et ça vient d'être traduit en français, le double de Naomi Klein, brillantissime sur les mondes miroirs. Et sur le fait que la tech crée aussi des mondes miroirs. Et quand Naomi Klein parle des mondes miroirs, il y a plein d'exemples bien sûr dans son récit, mais notamment c'est l'idée qu'on a des avatars de nous-mêmes, par exemple sur les réseaux sociaux. Forcément, un profil, c'est un avatar. C'est pas nous, mais c'est une continuation de nous. Donc elle montre comment ce jeu des mondes miroirs nous demande de nous positionner sur nos valeurs notamment, et sur faire attention à ce que ces avatars-là ne nous absorbent pas, en fait. Et je pense que c'est un texte qui est passionnant et qui va influencer longtemps ceux qui l'auront lu. En tout cas, c'est mon cas. Merci beaucoup. Merci, Tal. Voilà, c'était l'épisode 113 des Couilles sur la table avec la chercheuse Marion Olaran-Lagan. Je vous redonne le titre de son livre « Patriartech ». C'est paru en 2024 aux éditions Hors d'Atteinte. Si vous voulez creuser après l'écoute, n'hésitez pas à vous le procurer. On a d'autres recommandations pour vous. D'abord, un épisode du podcast Zeitgeist, incarné par Philippe Corbet. Le titre, c'est Macho Men, la contre-révolution de la culture bro.
La série Silicon Fucking Valley, c'est à voir gratuitement sur arte.tv et c'est une reco d'Alban Philly, notre directrice de prod, qui vous recommande aussi la newsletter Tech Trash. Si vous comprenez l'anglais, Thomas Rozek, le rédac chef, recommande tous les épisodes du podcast Behind the Bastards qui portent sur les géants de la tech. Et enfin, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents épisodes sur l'informatique ou sur la culture geek. On vous met toutes ces références, les autres qu'on a citées pendant l'entretien et puis d'autres encore en description. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à tout votre entourage sur les réseaux sociaux, laissez-nous des commentaires sur votre appli et laissez-nous 5 étoiles pour qu'on continue à étendre notre audience. Si vous avez des trucs à nous dire, des remarques, des bravos, vous pouvez nous écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les couilles sur la table, c'est un podcast qui a été créé par Victoire Tuaillon et qui est produit par Binge Audio. C'est Alma Desta qui a préparé, mené et monté cet entretien. Paul Berthiaud était à la prise de son et à la réalisation, Marie Foulon à la production et l'édition, Lise Niederkorn et Léna Fourgeot s'occupent de la communication, Thomas Rozek, c'est le rédac chef, et moi, je m'appelle Naomi Titi et je m'occupe désormais de la supervision éditoriale des couilles sur la table. Merci à toute l'équipe. Merci à Marion Olaran-Lagan et puis merci à vous pour votre écoute précieuse. Dans le prochain épisode, je recevrai Julie Pagis et Sarah Durieux pour parler des masculinités des groupes militants à gauche. À très vite.